Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, les images sont spectaculaires, celles de milliers de migrants arrivant en bateau sur les plages de Lampedusa. Pour autant, peut-on parler de submersion migratoire, comme l'a fait Marine Le Pen? Comment la crise migratoire de ces derniers jours à Lampedusa s'inscrit-elle dans la longue histoire de l'immigration européenne? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Camille Schmoll, géographe, directrice d'études à l'EHESS, Vincent Cochetel, envoyé spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies, et nous accueillons Delphine Diaz. Bonjour. Bonjour. Delphine Diaz, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Reims. On vous doit notamment En exil aux éditions Gallimard. Vous connaissez particulièrement bien l'histoire des migrations. Si vous deviez restituer, recontextualiser ce qui est en train de se dérouler par rapport à ce qui s'est passé précédemment en matière d'immigration européenne, que diriez-vous ? Alors, je dirais qu'il faut effectivement réinscrire ce qu'on appelle la crise migratoire de manière tout à fait impropre dans la longue durée. Si on prend du recul, on peut en effet comprendre mieux ce qui se passe à Lampedusa, qui n'est pas du tout effectivement nouveau, même si en effet les images sont toujours atroces à voir. En effet, si on revient un petit peu dans le passé, les années 2010 ont été marquées par l'arrivée de près de 2 millions de migrants et demandeurs d'asile en Europe, en provenance en effet d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, en passant par la Méditerranée. Ce qu'il faut aussi rapporter évidemment à la population de l'Union européenne, 450 millions d'habitants. Donc finalement, ça permet aussi de relativiser. Ces chiffres nous permettent de relativiser l'idée fausse d'une submersion migratoire. En revanche, effectivement, ce qui est nouveau, c'est le fait que, ce qui est nouveau par rapport à l'histoire, par exemple, du 1er, 20e siècle ou du 19e siècle, c'est que ce sont des migrations extra-européennes qui viennent en Europe. Ça, effectivement, on ne peut pas gommer la nouveauté relative de ce phénomène. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête d'autres moments où l'Europe a connu des tensions migratoires bien plus importantes. Si on recherche un petit peu cette histoire longue de l'asile, on se rend compte qu'il y a eu d'autres moments beaucoup plus tendus, beaucoup plus effectivement s'apparentant davantage à des formes en effet de migration de masse et de migration de masse si on les rapporte à la population européenne. On peut penser à la Seconde Guerre mondiale qui est maintenant réanalysée aussi comme un moment de mise en mouvement des Européens, de réfugiés, de déplacés, de personnes forcés au travail à l'étranger. On estime qu'il y a environ 50 millions de personnes qui ont été poussées hors de chez elles durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tous ces chiffres nous permettent aussi de relativiser. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a, par exemple, un changement, un durcissement dans l'attitude à la fois des gouvernements et des gouvernés? Il y a eu un sondage la semaine dernière dans le Figaro qui expliquait que 75% des Français considéraient que la politique migratoire du gouvernement était trop laxiste, qu'il fallait donc une politique plus ferme. Au-delà donc du fait de savoir si celle-ci est envisageable ou pas, est-ce que l'évolution des opinions publiques, ça c'est un élément marquant selon vous, Delphine Diaz? Alors, l'évolution des opinions publiques, c'est en effet un événement marquant, mais là aussi, on peut le réinscrire dans la longue durée. Puisqu'en effet, s'il faut revenir sur ces phénomènes de rejet de la migration, voilà, on est obligé de revenir à la fin du 19e siècle, à la grande dépression de la fin du 19e siècle, dans les années 1880-1890, durant lesquelles des réflexes extrêmement violents de rejet de l'autre, de rejet de l'étranger se sont produits et ont été accompagnés, il faut le dire, par l'essor de la presse, par l'essor de l'imprimé, qui a encouragé aussi effectivement la publication de journaux antisémites, de journaux xénophobes, de pamphlets, de caricatures qui ont envahi l'espace public. Donc là aussi, je pense qu'il faut aussi un petit peu relativiser et prendre du recul avec le temps présent. L'autre caractéristique peut-être particulière de la période que nous vivons, Delphine Diaz, en matière de migration, c'est l'instrumentalisation des migrants, l'instrumentalisation politique, pas seulement dans les pays d'accueil ou susceptibles de l'être, mais aussi dans des pays de transit. Et là, je pense plus particulièrement à la Tunisie, qui aujourd'hui a besoin d'une aide financière, parce que ses finances sont dans un état précaire, et qui instrumentalise de différentes manières. D'ailleurs, la question migratoire, ça c'est un phénomène nouveau ou là aussi vous le retrouvez par le passé?
C'est tout de même un phénomène relativement nouveau. On parlait de la Tunisie, on a parlé aussi il y a quelques temps de la Biélorussie, hein, qui a utilisé aussi Évidemment, de il faut peut-être manière... nous rappeler en quelques mots ce qui se passait en Voilà, Biélorussie. effectivement, qui a instrumentalisé la question des migrants, entre guillemets, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais instrumentalisé la question des migrants à la frontière avec l'Union européenne, en menaçant effectivement de stopper les contrôles migratoires et donc de donner lieu à une vague migratoire vers les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc on voit en effet que les migrants sont de plus en plus instrumentalisés par ces pays de transit. En revanche, ce qui n'est pas nouveau, c'est que la circulation des personnes exilées a là aussi toujours posé des problèmes aux États, hein, à l'époque contemporaine. Si on remonte là aussi à une période plus reculée, au XIXe siècle, moi ce que j'observe, c'est dans les grands moments de révolution et de répression en Europe au XIXe siècle, lorsqu'il y a des flux d'exilés politiques qui arrivent aux frontières, ça pose des problèmes aux États de transit, hein. On le voit par exemple en Suisse, en Belgique dans les années 1830, dans les années 1840-50, où ce passage des migrants, des exilés politiques, parce qu'on ne parle pas de migrants à l'époque, donne lieu à des vives protestations diplomatiques. Donc là aussi, ce n'est pas une histoire quand même totalement nouvelle. Vincent Cochetel, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, il y a donc une utilisation de la manière dont le pays peut servir ou non de voie de transit. Pourriez-vous nous dire à quel ressort cela obéit ? Alors bon, ce qu'il faut voir, parce qu'on est tous focalisés sur la frontière maritime de la Tunisie et de ses départs massifs vers l'Italie, ce qu'il faut voir, c'est que les gens aussi arrivent en Tunisie. On a un phénomène d'expulsion à partir de l'Algérie d'un certain nombre de ressortissants d'Afrique de l'Ouest. L'Algérie refoule, expulse les gens tant sur la Tunisie que sur le Niger. On a des arrivées de la Libye à travers une frontière qui est difficile à garder. Et puis on a un certain nombre de ressortissants d'Afrique de l'Ouest encore qui arrivent légalement en Tunisie par l'aéroport à Tunis, pensant que c'est effectivement un pays de transit et que effectivement c'est moins cher de partir en bateau vers l'Europe à partir de Sfax que de venir par exemple de Guinée en Tunisie. Donc la Tunisie est devenue un pays de transit, mais ça a été pendant très longtemps un pays d'accueil. De nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest y trouvaient du travail, continuaient leur éducation, allaient se faire soigner en Tunisie. Cette situation a changé depuis novembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2022 et en quoi la politique du président Kaïs Saïed tend à utiliser les migrants comme une arme politique dans ses négociations avec ses bailleurs de fonds et puis aussi par rapport à son opinion publique? Alors bon, il y a des échéances électorales en Tunisie comme ailleurs, hein, donc malheureusement les populations étrangères font les frais de cela. En novembre 2022, on a eu un certain nombre d'accrochages entre des communautés d'accueil et des migrants et des réfugiés sur le territoire tunisien, dans plusieurs villes tunisiennes. Il y a eu des propos du président tunisien qui ont été interprétés aussi comme le fait que les migrants et les réfugiés n'étaient pas les bienvenus sur le territoire tunisien, ce qui a créé là encore des émeutes, des évictions. 88% des gens à qui on parle nous disent qu'ils ont fait l'objet d'expulsions de leur domicile. Beaucoup parlent de violences auxquelles ils ont été confrontés. Donc ça s'est passé en février et en juillet cette année. Aujourd'hui, il y a un peu un sentiment d'insécurité pour ces populations étrangères en Tunisie qui tentent le départ. Maintenant, alors que les conditions de mer et de météo sont bonnes, mais bon, ces chiffres-là vont baisser dans les mois à venir. Camille Schmoll. Oui, enfin, moi je dirais même de peur panique, hein, parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vraiment une augmentation très forte des départs qui est liée à ce sentiment, effectivement, d'être de persécution, en fait. Hein. Donc, ce qui se passe depuis quelques mois en Tunisie, c'est qu'on a ce qu'on pourrait appeler dans d'autres contextes des pogroms, quoi, contre les Tunisiens, les étrangers, pardon, les subsahariens. On voit que les gens ne peuvent plus accéder à leur travail, ne peuvent plus accéder à leur logement, ils sont à la rue. En plus, on a des évacuations dans des espaces publics. Hein. Par exemple, de Sfax, il y a 2 jours, il y a eu des personnes qui ont été évacuées à 30 km de la ville, mais surtout, on a vu cet été les évacuations à la frontière tuniso-libyenne. Donc, ce que décrivait Vincent Cochetel, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a aussi des expulsions de
depuis la Tunisie vers le désert, vers la Libye, vers l'Algérie. Donc il y a un sentiment vraiment de chaos, d'insécurité. D'ailleurs, on parlait du retour tout à l'heure. Les premiers États qui ont organisé le retour, ça a été justement les États d'origine de ces ressortissants. Hein, si vous vous rappelez, début mars dernier, hein, suite encore à des déclarations terribles de Kais Saïed, il y a eu président tunisien. Oui, il y a eu des rapatriements en fait d'Ivoiriens, de Guinéens, de Sénégalais. Mais alors, la situation quand même, Delphine Diaz, vous qui êtes historienne, ce qu'elle a de spécifique peut-être, c'est effectivement donc une instrumentalisation par les pays de transit, on vient de parler de la Tunisie, de la question migratoire, un afflux, si on prend la bande sahélienne entre la Mauritanie et le Darfour, il y a environ 250 millions d'habitants, 250 millions d'habitants avec une population jeune, avec une question, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, lié au réchauffement climatique. On prévoit 2 degrés de plus dans 50 ans, ici 3 degrés de plus là-bas, ce qui veut dire que la situation sera proprement invivable pour cette population-là. Donc on peut imaginer que la pression migratoire sera sans précédent. Ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Oui, c'est quelque chose de nouveau, indéniablement. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est l'extinction des voies d'accès à la migration légale vers l'Union européenne. C'est aussi ça qui provoque ce qu'on appelle improprement la crise de l'asile. Donc effectivement, à partir du moment où il y a très très peu de voies d'accès à la migration légale vers l'Union européenne, eh bien forcément on arrive à ces situations migratoires catastrophiques où face à une frontière fermée, qui se veut hermétique mais qui ne l'est pas totalement, on l'a dit ce matin, évidemment, eh bien on aboutit à des drames comme on les connaît depuis malheureusement maintenant une vingtaine d'années. Parce qu'auparavant, donnez-nous des ordres de grandeur, cette immigration légale, elle représentait combien de personnes ? Alors c'est difficile à quantifier, chaque pays est différent. Ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'à partir des années 1970, il y a eu une fermeture globale de la migration économique, du robinet de la migration économique, 74 en France, et qu'à partir de là, les demandes d'asile, donc très logiquement, ont augmenté parce que l'asile était aussi un moyen finalement de contourner cette fermeture de la migration économique. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on observe en Europe, c'est que non seulement les demandes d'asile augmentent, les demandes d'asile proviennent de pays de plus en plus extra-européens, d'Asie, mais aussi d'Afrique, on l'a dit. Et dans le même temps, l'obtention du statut de réfugié diminue drastiquement, ce qu'on appelle le taux d'accord diminue drastiquement, alors que ce taux d'accord était très très important avant les années 1970. Les années 1980 voient dans toute l'Europe occidentale une chute brutale. Vincent Cochetel, ce qui fait des perspectives, comment dirais-je, complexes dès lors qu'il y aura une augmentation de la pression migratoire, puisque les conséquences du réchauffement climatique ne font que commencer à se ressentir. Il y a ça d'un côté, il y a l'évolution des opinions publiques hostiles à ce phénomène-là. Et vous qui êtes aujourd'hui envoyé spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'est-ce que l'on imagine comme scénario ? Bon, d'abord, sur les opinions publiques, je crois qu'il faut être prudent. Quand 4 millions d'Ukrainiens sont venus en Europe chercher l'asile, ils ont obtenu l'asile et on a vu un grand mouvement de solidarité. Je crois que c'est la situation a changé entre-temps en Pologne. Il y a là aussi, malheureusement, un certain nombre de phénomènes qui font relativiser ce bon accueil. Oui, non, tout à fait. Simplement, les premières impressions, c'est que l'étranger du voisinage et l'étranger qui vient de plus loin ne sont pas forcément traités de la même manière. Ce que je veux dire, il ne faut pas non plus rentrer que dans des situations catastrophes. Il faut se rappeler que la plupart des gens qui sont déplacés, pour toutes sortes de raisons, restent déplacés sur le continent africain. Ils ne viennent pas en Europe. C'est une toute petite minorité qui vient en Europe. Les gens n'ont pas les moyens de se déplacer. Les voyages par terre sont très dangereux avant d'arriver en Afrique du Nord. Il faut voir qu'on a une situation dégradée dans les pays de voisinage de l'Afrique du Nord, quand on voit ce que cause la guerre au Soudan, la fragilité du Tchad qui a accueilli quand même 410 000 réfugiés du Soudan depuis le 15 avril cette année, la nouvelle situation au Niger, le départ de la MINUSMA au nord du Mali. Il ne faut pas croire que ces crises à la périphérie de l'Afrique du Nord ne vont pas affecter l'Europe d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir un peu d'accueil, un peu de dialogue avec les pays d'origine, avec les pays de transit et partager la responsabilité pour l'accueil de ceux qui doivent être accueillis.
Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Schmoll? Je voulais souligner un aspect, en tant que géographe, important dont a parlé Vincent Cochetel, c'est ce qu'on appelle, nous, la régionalisation des migrations. C'est-à-dire que les migrations ont lieu essentiellement d'abord à l'intérieur des pays et à proximité. Et donc, en fait, les conséquences du changement climatique, dans un premier temps, ça va être d'augmenter les migrations internes, les migrations vers les villes. Et ça, c'est effectivement dramatique, mais pas en termes de menaces ou de risques migratoires vers l'Europe, mais simplement pour ces pays-là qui vont être amenés à accueillir, et on le voit déjà en Asie, dans un certain nombre de pays, on le voit dans un certain nombre de situations, qui vont être amenés à accueillir le plus gros de ces réfugiés environnementaux. Donc ça, c'est un premier point. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, qui me semble très importante, c'est que là, on voit l'évolution de la relation avec la Tunisie, le partenariat stratégique avec l'Union européenne, et il y a vraiment de quoi s'inquiéter. On a parlé de la Biélorussie, on pourrait parler de la Libye, même s'il ne s'agit pas de comparer la Tunisie et la Libye, mais là, il y a quand même un tournant autoritaire actuellement en Tunisie. On ne sait pas de quelle manière, ou on a vu ces derniers mois de quelle manière les personnes présentes en Tunisie ont été traitées. Donc il y a de quoi véritablement s'inquiéter. Et en plus, la conséquence première de l'instabilité, ou en tout cas de la chasse aux migrants qui est actuellement menée en Tunisie, ce sont les départs. Je voudrais juste rappeler, justement, puisqu'on parle de migration régionale, que les personnes qui étaient en Tunisie, en partie, en tout cas, je pense en particulier aux ressortissants ivoiriens, qui ont été vraiment bien documentés, eh bien, c'était des personnes qui étaient installées, qui travaillaient et qui, à la limite, si elles avaient eu le choix, auraient peut-être fait le choix spontané de rentrer, en fait, en Côte d'Ivoire. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Elles se sont retrouvées bloquées dans une nasse, et c'est aussi pour cela qu'elles sont arrivées à Lampedusa. Jean Lémarie. Vous nous décrivez tous les trois des mouvements de population à la fois très importants, très inédits pour partie, et certainement beaucoup plus complexes, j'ai dit pour partie, parce que j'ai bien compris que la perspective historique était majeure. Est-ce que les outils, le discours politique en France, en Europe, sont au diapason de cette situation assez vertigineuse quand on vous écoute tous les trois, ou est-ce que, pour le dire simplement, le discours politique, quel qu'il soit d'ailleurs, de droite ou de gauche, est encore très décalé par rapport à cette réalité? Delphine Diaz. Oui, un discours politique décalé, un discours politique répétitif. Je pense que voilà, c'est surtout ça qu'il faut noter. On a toujours le même discours, effectivement, qu'il faut plus de fermeté face à la migration, sauf que voilà, par nature, les hommes et les femmes bougent, sont amenés à bouger. Donc, il faut faire avec et il faut essayer de faire au mieux. Donc, je pense qu'il faudrait en effet voir évoluer ce discours d'une fermeté qui est sourd à la réalité de notre vie, qui est une vie faite aussi de mouvements. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est justement face à une contradiction, c'est-à-dire d'un côté des opinions publiques qui se retournent, qui portent au pouvoir des gouvernements qui ont ce discours de fermeté et sont choisis comme tels pour cela. On pense évidemment en premier lieu au gouvernement italien, et de l'autre, une réalité humaine pour les pays qui sont aujourd'hui des pays en provenance, les migrants partent de ces pays qui, eux, voient effectivement une volonté de départ de plus en plus importante dans leur population. Delphine Diaz. Moi, j'aurais tendance aussi un petit peu à nuancer. L'opinion publique n'est pas totalement partout foncièrement hostile à ces mouvements migratoires. Alors effectivement, les enquêtes d'opinion peuvent refléter une... Ou les élections. Ou les élections, en effet, Pologne, vous avez raison. en Allemagne, avec malgré la montée tout, de l'AfD. là aussi, comme vous le disiez, la réalité est plus complexe que ça. Il y a aussi des phénomènes d'hospitalité, des phénomènes d'accueil qui partent de la société civile et qui vont à l'encontre des discours politiques tendant à plus de fermeté. Alors voilà, je pense que là aussi, il faut partir d'histoire humaine, de solidarité aux frontières ou dans les villes. On l'a vu à La Roya, par exemple, de manière très tangible ces dernières années, mais c'est une histoire longue de l'hospitalité qui se joue dans ces espaces frontaliers. Vincent Cochetel. Oui, il y a aujourd'hui un déficit de confiance des populations européennes par rapport au gouvernement. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de plans sur la Méditerranée centrale. Il y en a eu pas mal ces 10 dernières années. Donc ce qu'il faut restaurer, c'est effectivement cette perception que les défis auxquels l'Europe est confrontée, dus à sa situation géographique, économique, que ces défis-là soient gérés. Et soient gérés d'une manière solidaire, tant vis-à-vis du Sud qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, mais alors c'est justement cette solidarité européenne qui est à chaque fois mise en défaut, on a évoqué ces propos, qui là aussi a été fragilisé par les déclarations de Gérald Darmanin hier, qui a expliqué, je le rappelle, sur le plateau de TF1, que la France n'accueillera pas une partie de ces migrants qui sont aujourd'hui à Lampedusa, Vincent Cochetel.
Oui, mais là encore, il a dit qu'il allait aider l'Italie sur les retours, donc il va y avoir des formes de solidarité sur certains volets. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que ça soit sur tous les volets, mais il n'y a pas d'autre solution. Il y a un certain nombre de ressortissants du Mali, par exemple, du Burkina Faso, du Soudan qui arrivent à Lampedusa. Ces gens-là, on ne peut pas les renvoyer chez eux. Il y a des guerres, il y a des conflits contre des groupes armés terroristes qui contrôlent une partie du territoire de ces États-là. Qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse en Tunisie, on les laisse Justement, en Libye. c'est ce que j'allais vous demander. La tentation de déléguer cela à la Tunisie, comme cela a déjà été fait avec d'autres pays, est-ce que ça n'est pas cela qui va finalement sortir de cette crise migratoire? Non, la tentation est là, mais on en est très loin. La Tunisie a signé la Convention de 1951 sur les réfugiés en 1957. Depuis, on n'a jamais eu une loi sur l'asile. Donc les cadres normatifs, législatifs ne sont pas là. Donc il faut travailler dans le long terme sur tous les aspects. Il n'y a pas de solution miracle dans le court terme. Delphine Diaz? Oui, je dirais que cette externalisation de la question migratoire, c'est quelque chose en effet de propre à ce 21e siècle qu'on observe aujourd'hui. Mais en revanche, la question de la solidarité entre les États européens, c'est une question vraiment ancienne. C'est une question vraiment ancienne, notamment parce qu'au 19e siècle, c'était simple. On avait la solution d'envoyer tous les indésirables vers l'Angleterre. C'était en effet la soupape de sécurité. On les envoyait de l'autre côté de la Manche, où ils étaient globalement, bon an, mal an, acceptés. Alors les plus terribles, les plus subversifs encourageaient à traverser l'Atlantique et aller vers les États-Unis. Donc on avait en fait une double soupape de sécurité. À partir du moment où celle-ci s'est un petit peu atténuée, où la Grande-Bretagne a commencé, à partir du début du XXe siècle, à rétablir, à mettre en place des contrôles plus importants aux frontières qui n'existaient pas du tout auparavant, eh bien, la question s'est posée différemment. Il a fallu trouver d'autres soupapes, en quelque sorte, pour envoyer les indésirables ailleurs. Mais c'est une question ancienne. Que faire des migrants indésirables? Est-ce qu'on peut envoyer ces indésirables vers ses voisins, avec les risques diplomatiques que ça comporte? Est-ce qu'on peut les envoyer encore plus loin, vers d'autres continents? Là aussi, c'est une solution qui a été beaucoup expérimentée. Ou encore aussi vers les espaces coloniaux, puisque, en effet, par exemple, pour ce qui est de la France, l'Algérie a joué un rôle, là aussi, de soupape où, effectivement, on envoyait vers l'Algérie les émigrants politiques les plus... les plus costauds, jugés les plus dangereux. Les plus problématiques. Voilà. Ouais. Camille Schmoll, un mot de conclusion. Oui, alors peut-être 2 points. Le premier, c'est que ce qu'on observe à Lampedusa, il faut absolument le relativiser. Il y a un effet de concentration sur l'île qui est lié en fait à la politique qui a été menée ces derniers mois par Giorgia Meloni de concentrer complètement les arrivées en refusant le secours en pleine mer. Donc ça, c'est très important parce que ça explique pourquoi l'année dernière, par exemple, on n'a pas visibilisé de cette manière les arrivées. Donc c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Simplement, de temps en temps, c'est arrivé aussi en 2011, le gouvernement italien décide de concentrer pour rendre visible et pour créer un sentiment d'urgence. Donc, il ne faut pas être dupe de cette situation. Et la deuxième chose, c'est la coopération avec les pays tiers. Il faut absolument le dire. Ça génère les conditions de notre vulnérabilité. On l'a vu avec Kadhafi, on l'a vu avec la Biélorussie, on l'a vu avec Erdogan. C'est un jeu dangereux pour l'Union européenne, pas seulement pour les migrants. Est-ce qu'on va le voir avec Kais Saied? C'est tout à fait possible. C'est ce qui est en train de se passer déjà. C'est-à-dire qu'on peut considérer que là, même si je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une intention ou pas, qu'il y a une forme, on parle de chantage migratoire parfois pour désigner ces situations. Merci Camille Schmoll. Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée, c'est votre livre publié aux éditions de la Découverte. Delphine Diaz en exil, votre ouvrage aux éditions Gallimard. Merci Vincent Cochetel. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.